Il y a mes voisins qui m'ont vu en train de me filmer. Ah, je suis hyper gênée. Oh de Dieu. Va-t-on y arriver? Et salut! Vous devez vous demander pourquoi je suis dans ma voiture à vous parler. C'est parce que j'essaie le format vlog. Comme vous pouvez le voir dans le titre, je vous fais un vlog sur ma lecture du tome 4 de la Passe Miroir. À la base, je voulais attendre de l'acheter parce que j'ai acheté les 3 premiers en format poche. Mais franchement, j'ai trop envie de connaître le dénouement de l'histoire puisque c'est le dernier tome de la saga. J'ai adoré le tome 3. J'ai bien évidemment des petites choses à dire sur des fois le style et le côté un peu redondant de certaines phrases, mais globalement j'ai adoré l'histoire, j'ai adoré découvrir une nouvelle arche puisque là Christelle Dabos nous emmène sur l'arche de Babel. Du coup on retrouve Ophélie qui va essayer d'intégrer une école qui se trouve à Babel pour pouvoir justement accéder à cette immense bibliothèque et à cette immense amas d'informations hyper précieuses qu'elle va pouvoir récolter pour comprendre un petit peu mieux ce qui s'est passé avant la déchirure, pendant la déchirure, après, ce qui s'est passé pour les esprits de famille et pour comprendre un peu mieux qui est Dieu et qui est l'autre. J'ai lu les 3 premiers chapitres du tome 4 et justement le premier chapitre c'est l'autre qui le raconte, c'est de son point de vue et donc il annonce qu'il va rentrer en scène en fait. Et dans le tome 4, au début, il y a tout un petit résumé en fait sur les personnages et on retrouve Elisabeth et Octavio qui sont 2 personnages secondaires qu'on rencontre dans le tome 3. Et alors moi j'ai adoré Octavio parce que c'est un personnage qui vit plein de désillusions et j'ai adoré suivre ça en fait. Et je me demande pourquoi ces 2 personnages sont recensés là au début du livre. Ils doivent avoir une importance, mais laquelle? Là, je me rends à mon contrôle technique pour la voiture. Je vais poireauter pendant 45 minutes. Donc, je vais les mettre à profit pour continuer l'histoire. Voilà. À plus tard. Du coup, je pense pas pouvoir filmer à ce moment-là, mais voilà, je vous dis à plus tard. Ça fait 2 jours que j'ai acheté le tome 4 de la Passe Miroir et je n'ai lu que 4 chapitres. Tout simplement parce que du coup on est rentré de vacances comme je l'expliquais il y a 2 jours et il y avait des trucs à faire, des courses, des conneries comme ça. Donc j'ai pas encore pris le temps de beaucoup lire et en plus de ça ce week-end, parce qu'on est samedi là, j'ai des retouches à faire pour une cliente et il y en a beaucoup parce que ce sont des photos de fiançailles. Donc j'espère que je vais trouver le temps de lire un petit peu. On apprend donc que Janus, l'esprit de famille d'Arcanter, est le seul à avoir encore sa mémoire. Et il sait donc la vraie identité de Dieu. Et là on se rend compte que Dieu peut voir Victoire et qu'il lui promet de ne pas l'abandonner. Là je vais passer à d'autres activités puisque j'ai des trucs à faire encore aujourd'hui. Et j'y reviendrai un peu plus tard. Donc là dans les chapitres que je viens de lire, on retrouve du coup Babel. Et comme il y a les arches mineures qui sont en train de s'effondrer, les lords de luxe décident de rassembler toutes les personnes qui sont à Babel depuis moins de 10 ans, qui n'ont pas de travail et pas d'attache familiale, et de faire des grands convois pour les renvoyer sur leur arche initiale. Ça fait beaucoup penser, je trouve, à l'Allemagne nazie. Voilà. Et là-dedans, donc il y a les Babéliens adoptifs qui sont en train du coup de se rebeller, qui ne comprennent pas pourquoi on les renvoie sur leur arche parce qu'ils vont tout perdre. Et donc il commence à y avoir de la violence au sein même de Babel. Donc c'est assez intéressant de voir comment les choses s'étiolent et se détruisent peu à peu dans la belle cité de Babel qui est censée être exemplaire. Oui.
J'ai très envie de connaître le dénouement de l'histoire, mais j'ai du mal à me mettre dans le bain parce que j'ai vraiment du mal à m'imaginer l'observatoire des déviations dans lequel Ophélie et Thorne sont. Et je trouve que c'est un peu lent. Il se passe des choses, mais je trouve ça lent et je comprends pas encore tous les liens qu'il y a entre Eulalie, l'autre, les esprits de famille et Ophélie. Donc c'est un peu frustrant. Je profite d'une matinée un petit peu calme pour continuer ce vlog qui va être certainement un désastre. Ma lecture est à l'image de ce vlog en dents de scie. Voilà, j'ai pas beaucoup filmé ces derniers temps parce que j'ai pas mal lu dans des lieux publics. J'ai vraiment du mal en fait à me plonger dans ce 4e tome. Là j'en suis à la 300e page à peu près. Et c'est vrai que donc là les personnages sont toujours à l'observatoire des déviations qui est comme un hôpital psychiatrique un peu. Enfin en tout cas c'est un lieu où il y a des études qui sont faites sur les personnes dites inversées. Donc ça peut être des personnes qui ont des pouvoirs inversés, qui sont hyper maladroits, etc. Et du coup, Ophélie et Thorne sont toujours là-bas. Il y a de plus en plus d'arches qui tombent, donc c'est un peu la cata. Et j'ai du mal à me mettre dans la lecture parce que je trouve qu'au niveau description, donc c'est un peu léger. Après, bon, c'est chouette parce que là, on en a beaucoup plus appris sur l'autre, sur Eulalie et en fait le lien avec les esprits de famille, les questions que je me posais du coup au début de ma lecture là. Donc ça, c'est chouette. Parce que y a plein d'éléments de réponse et du coup tout s'imbrique, voilà, tous les petits détails que l'autrice a semés au fil des romans, tout est lié. Mais bon, pour le moment c'est un peu déception. Je vais devoir arrêter ma lecture pour aller travailler. Le dernier chapitre que j'ai lu, là, je l'ai bien aimé. Il y a un aspect assez philosophique, je trouve, sur l'identité. Elle a un perroquet mécanique avec elle qui lui demande sans cesse qui elle est. Et donc il y a toute une réflexion sur son identité que je trouve assez intéressante. Je n'ai pas trop compris la conclusion, mais je vais sûrement comprendre dans les chapitres suivants, mais vu que je dois arrêter ma lecture là, voilà. Par contre, je continue à dire que c'est le tome que j'ai le plus de mal à lire de La Passe-Miroir. Nous sommes le 16 janvier et il semblerait que je fasse des expérimentations capillaires. Mais nous ne sommes pas là pour parler de ça. J'ai continué ma lecture de La Passe-Miroir, donc il me reste vraiment pas grand chose. Il me reste à peu près ça, donc je vais tenter de le finir aujourd'hui ou demain. J'en ai un peu ras le cul des relations entre Thorne et Ophélie. Je trouve que c'est hyper redondant, donc même si la relation depuis le tome 1 a bien évolué, parce que Thorne ne se livrait jamais, était extrêmement froid, on en savait très peu sur lui, maintenant on en sait un petit peu plus sur son histoire et sa manière d'agir. Les interactions qu'il a avec Ophélie lorsqu'il se retrouve dans ce tome-là, pour l'instant, sont assez redondantes. C'est-à-dire que Thorne et Ophélie font chacun de leur côté des recherches à l'observatoire des déviations, chacun dans un rôle différent. Thorne est vraiment à l'intérieur de l'administration et va enquêter vraiment de ce côté-là, et Ophélie, elle, est carrément internée en tant qu'inversée. Ils se retrouvent de temps à autre, tous les deux, pour débriefer un peu de où en est chacun dans l'enquête. Et à chaque fois, c'est la même chose. Thorne est toujours aussi froid. Et au bout d'un moment, quand on ne s'y attend pas, mais bon, là, moi, je commence un peu à m'y attendre à chaque scène où ils sont ensemble, Thorne va glisser une petite attention, un petit mot, quelque chose de positif envers Ophélie. À la base, dans les livres, les histoires d'amour, c'est pas vraiment ce qui m'intéresse. Donc je m'en fiche complètement que ça aille dans un sens ou dans un autre, mais j'aimerais bien que ça arrête de stagner parce que je trouve que c'est vraiment tout le temps la même chose là sur ce tome et c'est un petit peu redondant.
Il y a aussi tout le côté temporalité et espace qui me gêne un peu dans la lecture parce que on se retrouve dans des scènes où l'espace-temps est un petit peu modelé, un petit peu modifié, voire beaucoup. Et même si la plume de Christelle Dabos reste une plume de qualité, moi j'ai vraiment du mal à plonger dedans et à m'imaginer qu'est-ce que ça peut rendre. Ça me fait beaucoup penser au film de Christopher Nolan, qui est un réalisateur qui fait des films où il y a vraiment des notions comme ça d'espace-temps qui sont hyper complexes. Mais voilà, on comprend en fait au fur et à mesure du film où le réalisateur a voulu en venir, mais du coup c'est très visuel. Donc je trouve ça plus facile pour s'y retrouver. Là, c'est le même genre de choses en lecture, donc on n'a pas l'image. Et je trouve ça plus compliqué de vraiment se plonger là-dedans et de mettre des images dessus, quoi. Mais ça, je l'ai déjà dit. Je trouve par contre très très intéressant les thèmes qui sont abordés dans les derniers chapitres que j'ai lus. Il y a vraiment une réflexion en sous-texte sur tout ce qui est la dualité bien-mal, une réflexion également sur l'extrémisme, puisque Babel c'est quand même une arche assez extrémiste. On n'a pas le droit de dire certains mots, on n'a pas le droit de faire preuve de violence, ou en tout cas pas de violence revendiquée, on va dire. Également le fait que les citoyens doivent prêter allégeance à l'arche de Babel. Et voilà, ils ont des phrases qui disent quand ils quittent d'autres citoyens, enfin bon, bref. Un dernier thème que j'aime beaucoup et qui est abordé finalement sur tous les tomes de la saga. Oups. Qui est abordé sur tous les tomes de la saga, donc c'est le thème de l'identité et de la recherche d'identité. Ophélie est tout le temps confrontée à ça en fait. Elle a toujours besoin, à un moment donné, de se poser cette question-là de qui elle est, de chercher des réponses sur son identité. Ces questions-là d'identité m'intéressent énormément et je trouve que c'est très bien amené par l'autrice, donc ça c'est un vrai point positif. Et globalement, tous les thèmes qui sont abordés depuis le début sont bien amenés, c'est pas trop lourd. Voilà, c'est pas, elle pointe pas le doigt dessus en disant il faut absolument qu'on parle de ça. Et c'est dilué dans l'histoire et dilué d'une très bonne manière, je trouve. C'est fait très intelligemment. Voilà, je vous retrouverai peut-être tout à l'heure pour un dernier update en espérant avoir fini la lecture. Sinon, ce sera certainement demain. C'est fini. Je sais pas trop quoi en penser. Je suis hyper mitigée. Alors déjà j'ai l'impression de ne pas avoir tout compris. Il y a des choses qui me paraissent floues. C'est peut-être parce que je suis un peu con. On ne sait pas. Ah, ça fait bizarre. C'est toujours trop bizarre de finir une saga. Mais alors je m'attendais pas à ce que ça se termine sans Thorn. Du coup. Bon ensuite c'est cool parce qu'il n'y a pas une vraie fin. Donc on peut imaginer un peu ce qui va se passer après. Donc ça j'apprécie beaucoup. C'est pas ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Bah non parce qu'elle est toujours stérile. Donc voilà. Et elle n'a plus de Thorn avec elle. Eulalie c'est en fait Elisabeth. Enfin Elisabeth c'est en fait Eulalie Dieu. C'est surprenant. Voilà. C'est vachement surprenant. Et du coup, bah, je sais pas vraiment quoi en penser, j'ai pas vraiment d'avis, ça m'a surprise. Et je trouve ça cool de se laisser surprendre par un bouquin. Je filmerai de manière un petit peu plus ordonnée tout ça, parce que là je suis... Enfin, comme quand on finit une saga quoi. Je suis perplexe, je suis surprise, je suis un peu vidée de me dire que c'est fini. Parce que quand même ça fait... je sais pas, 2 ou 3 mois que je suis dessus, donc c'est pas rien, 2 ou 3 mois. Et non, je sais pas. Là, je me sens en brouillon, quoi. Je vous filmerai un petit bout, un peu moins à chaud, là, parce que là, ouais, c'est à chaud, je sais pas, je suis un peu confuse. Voilà. Donc, je vous dis à bientôt.